Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. En Afrique du Sud, le rapport de la commission Zondo a été remis au président Cyril Ramaphosa, une commission d'enquête sur la corruption qui a émaillé le mandat du président Jacob Zuma. Le premier volet du rapport a permis de rassembler les récits de plus de 300 témoins. En Côte d'Ivoire, Aboussier Ouattara, directeur général des impôts, a présenté l'annexe fiscale à la loi des finances 2022 ce 7 janvier. Il a annoncé une pression fiscale estimée à 12%, l'un des taux les plus faibles de l'UEMOA. Et puis au Tchad, rencontre avec un entrepreneur dit Guiéna Fidèle pour lutter contre le chômage en milieu rural. Il a décidé de former des jeunes dans le domaine de la santé. Mais d'abord en Tunisie, l'ancien président Monsef Marzouki lance un appel à manifester en masse dans la capitale Tunis et dans tout le pays ce 14 janvier. Une manifestation contre le président en exercice Kais Saïed et ses mesures d'exception prises le 25 juillet dernier. Des mesures considérées par l'opposition comme étant un putsch contre la Constitution. L'ancien président espère que ces manifestations populaires soient le début d'un mouvement de désobéissance civile pour contraindre le président actuel à démissionner. C'est ainsi un retour, selon lui, à l'ordre démocratique. En Afrique du Sud, des révélations dans l'affaire de capture de l'État, affaire qui a marqué le mandat de l'ancien président Jacob Zuma. Une commission d'enquête sur la corruption a rendu le premier volet de son rapport au président Cyril Ramaphosa le 4 janvier. Un premier volet de près de 900 pages qui comprend les récits de plus de 300 personnes. Samantha Sabobanga. Le président Cyril Ramaphosa vient de recevoir le premier rapport sur la corruption en Afrique du Sud. Un rapport accablant pour l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma. Remis mardi 4 janvier 2022, ce document est le fruit de 4 années de travail sur des allégations de corruption au sommet de l'État et qui ont placé le parti au pouvoir au cœur de la vindicte. Cette commission avait été instaurée par Jacob Zuma lui-même en février 2018 avant que l'État ne se resserre sur lui. Empêtré dans des scandales de corruption, l'ancien président a vite fait d'être démis de ses fonctions la même année. Je pense finalement que l'Afrique du Sud est un exemple dans la lutte contre la corruption, à l'instar de beaucoup d'autres pays où les présidents ont mis du temps au pays, il n'y a pas d'alternance, donc ils peuvent se permettre beaucoup de choses sans qu'on les pointe du doigt. Et je rappelle aussi que Jacob Zuma est celui-là qui avait commandé déjà sous sa présidence personnelle un rapport qui le épinglait déjà et qui n'a pas pu épingler Ramaphosa. Donc ce qui m'inquiète maintenant, c'est que fera Ramaphosa de ce rapport. La première partie du document très attendu comprend de nombreux chapitres sur la compagnie aérienne South African Airways et les services fiscaux selon Raymond Zondo, le juge qui préside cette commission mise en place pour éradiquer ce fléau qui gangrène la nation arc-en-ciel. À mon avis, ça sera tout honneur pour l'Afrique du Sud de pouvoir juger un ancien chef d'État qui a été corrompu, qui a laissé la corruption végéter. Et on a vu ce que les frères Gupta ont fait de ce pays-là jusqu'à décider de qui sera ministre ou pas. Donc moi, je pense que Ramaphosa devra aller jusqu'au bout. La remise de ce document apparaît comme un fait décisif dans l'effort visant à mettre définitivement fin à l'ère de la capture de l'État, y compris pour restaurer l'intégrité, la crédibilité et la capacité des institutions. Dans un pays qui se remet progressivement mais difficilement de l'apartheid et où l'économie s'est littéralement dégradée ces 10 dernières années. Le Ghana rejoint le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la 3e fois que le pays occupe un siège en tant que membre non permanent. Son mandat prendra fin en décembre 2023. Le Ghana aura notamment la mission de promouvoir la paix et la sécurité internationale. L'Afrique sera sa première priorité. Mildred Yamou. Le Ghana fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies 15 ans après sa dernière élection en tant que membre non permanent. Le nouveau mandat du pays d'Afrique de l'Ouest est en cours depuis le 1er janvier 2022. Le Ghana siégera à ce Conseil jusqu'en décembre 2023. Il représente ainsi l'Afrique au sein de l'organe onusien, aux côtés du Kenya qui termine son mandat fin 2022. En ce moment particulier, la participation du Ghana est quand même salutaire parce que ça arrive à un moment où la crise, l'instabilité politique et sécuritaire dans l'Afrique de l'Ouest est à son paroxysme. Le monde entier et la communauté internationale de façon générale est orienté vers le Sahel et l'Afrique de l'Ouest pour essayer de juguler les défis à la sécurité et à la stabilité. Donc c'est un enjeu stratégique, c'est un moment stratégique qu'il faut savoir utiliser à bon escient.
C'est la troisième fois que le Ghana occupe un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité onusien qui dirige les efforts de paix dans le monde pour assurer la sécurité de ses pays membres. Le mandat du Ghana se concentrera sur la lutte contre les menaces à la paix et à la sécurité internationale pour un développement durable et inclusif. Nous avons espoir qu'un représentant de l'Afrique de l'Ouest dans cet organe-là pourra adresser efficacement et rapidement ces problèmes de violation des constitutions, ces problèmes djihadistes, ces problèmes de coups d'État qui sont maintenant fréquents en Afrique de l'Ouest. La première intégration du Ghana au Conseil de sécurité des Nations Unies remonte aux années 1960 et plus récemment de janvier 2006 à décembre 2007. Le Conseil est composé de 15 membres, 10 sièges pour les membres non permanents et 5 pour les membres permanents, à savoir la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique qui disposent d'un droit de veto. En Côte d'Ivoire, la pression fiscale est estimée à 12%. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 7 janvier le directeur général des impôts, Aboussié Ouattara, lors d'une présentation de l'annexe fiscale à la loi des finances 2022. Ce taux serait l'un des plus faibles de l'UEMOA, alors que la norme admise est de 18%. Les précisions de Joël Vallot. Entre 2020 et 2021, la pression fiscale en Côte d'Ivoire est passée de 12,5% à 12%, devenant l'un des taux les plus faibles de l'espace UEMOA, établi à 18% selon Aboussié Ouattara, directeur général des impôts. À l'en croire, l'annexe fiscale 2022 permettra de remonter ce taux à travers la mise en place de nouvelles dispositions visant la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Cette baisse de la pression fiscale est techniquement la résultante du fait qu'on a eu une croissance du PIB plus que proportionnelle au taux de collecte des impôts et des taxes. Plusieurs entreprises ont soit bénéficié d'exemptions d'impôts et de taxes ou n'ont peut-être pas payé à bonne date les taxes et les impôts. Au plan social, l'objectif de l'annexe fiscale 2022 est de consolider la réduction du taux de pauvreté estimé à 39,4% en 2020 à travers la politique de l'emploi et le doublement du PIB par habitant à l'horizon 2030. L'atteinte de ces objectifs se fonde sur plusieurs hypothèses, dont celle d'une mobilisation plus accrue des recettes fiscales pour améliorer le taux de pression fiscale à 17%. Pour que l'impôt fonctionne, les citoyens doivent avoir confiance dans leur gouvernement et dans les autorités de ce que l'argent contribué, l'argent imposé est utilisé pour le bien-être des populations. L'annexe fiscale 2022 envisage aussi la prolongation de la durée de validité de l'attestation de régime fiscal en matière d'acompte d'impôts sur le revenu du secteur informel qui passe d'1 an à 3 ans. Des mesures fiscales en faveur de la microassurance et l'institution d'une taxe sur la communication audiovisuelle. Au Tchad, les campagnes se vident peu à peu de leur main-d'œuvre. En effet, le chômage en milieu rural entraîne l'exode des jeunes vers les grandes villes du pays. Pour faire face à ce fléau, un jeune entrepreneur se lance dans la formation des jeunes dans le domaine de la santé. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le manque d'emploi en milieu rural accentue l'exode massif des jeunes vers les grandes villes du pays. Mais quelques rares parmi eux résistent à la tentation pour entreprendre localement. C'est le cas du jeune Digeyama Fidèle qui s'est investi dans la formation des jeunes en sciences sociales. Son objectif est de contribuer à rehausser le personnel soignant dans sa province qui manque d'agents de santé qualifiés. C'est dans cette optique que j'avais créé cette école en 2009. J'ai eu cette idée, j'ai dit mais pourquoi ne pas créer une école carrément ça pour pouvoir résoudre certains problèmes que mes petits frères éprouvaient en Djamena. Donc c'était d'abord pour aider mes petits frères qui venaient pas forcément de centre-ville de ça, mais dans les petits villages de Moïchari et de Mandoul. L'exode rural engendre ainsi la fuite massive des cerveaux locaux hors de leur région et affaiblit les productions locales. Pourtant, selon le jeune entrepreneur, la décentralisation et l'appui des structures d'encadrement dans les provinces peuvent davantage stimuler l'entrepreneuriat local et attirer des investissements. Nous avons formé des agents santé, un qui a même sa certification, qui lui donne droit, comme tous les autres, à la fonction publique, à l'intégration à la fonction publique, mais qui a préféré ouvrir son cabinet.
gagne énormément sa vie. Un jour, il m'a demandé d'évaluer que par mois, quelqu'un gagne pratiquement 1 million par mois. Puis il demande d'aller travailler pour gagner 100 000 francs. Il faut être bête pour faire ça. En 2022, le gouvernement du Tchad a lancé un fonds de 30 milliards de francs CFA pour promouvoir l'entrepreneuriat. Toutefois, les jeunes porteurs de projets en milieu rural ne bénéficient pas de crédits bancaires qui leur permettraient de se lancer ou de développer leur activité. Et ouverture ce dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition débute avec 2 matchs au stade Olembe de Yaoundé. Le match d'ouverture entre le pays hôte, le Cameroun et le Burkina Faso. Et également le match Éthiopie-Cap-Vert. Une édition qui se tient dans un contexte de Covid-19 avec des mesures sanitaires et sécuritaires renforcées. Notre envoyé spécial André Fidel Olinga est sur place. Effectivement, je me trouve devant le stade Olembe où se déroulera le match d'ouverture de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors ici, il faut dire que les mesures sécuritaires et sanitaires sont respectées. Les Africains, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a que des Camerounais, les Africains se sont fait vacciner, ils ont respecté le protocole sanitaire. Le match d'ouverture va se jouer tout à l'heure, Cameroun-Burkina Faso. Ce sera à 17h et juste après, nous aurons le match Cap-Vert-Éthiopie à 20h. Dans les rues de Yaoundé, c'est l'effervescence. Les supporters sont venus nombreux assister à ce premier match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Écoutons quelques réactions des supporters camerounais. C'est un honneur d'être là. Le pays organise la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment extraordinaire. Dans ce stade Olembe, c'est un rêve d'enfant pour moi de pouvoir vivre cela en direct. Il est à peine midi, le stade se remplit. Et ce soir, il y aura une victoire des Lions par un grand score. Je pense que le Cameroun va facilement s'imposer contre le Burkina. On va très facilement les handicaper, bien sûr. Et dans ce contexte de Covid-19, la CAF a annoncé ce samedi, à la veille de la compétition, des mesures notamment sur le nombre minimum de joueurs dans le cas d'une équipe touchée par la Covid-19. Les équipes ne pouvant aligner 11 joueurs négatifs au Covid sur le terrain perdra automatiquement le match. Parmi les mesures prises également, le remplacement par un autre joueur du gardien de but en cas d'absence de ce dernier, seulement si le nombre total de joueurs disponibles atteint au moins 11. Et par ailleurs, si le résultat du test PCR d'un joueur est positif, il ne sera pas autorisé à se rendre au stade ou à participer au match. Rappelons que plusieurs joueurs des sélections en lice ont été déclarés positifs au coronavirus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Information continue sur Africa 24.